Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette plénière inaugurale organisée par le CIMI et la Fondation Palladio. Je me présente, je m'appelle Fabien Renoux, je suis le rédacteur en chef du Moniteur et je suis ravi d'être avec vous ce soir pour partager un moment d'inspiration, de réflexion. J'espère que cela va vous stimuler. La conférence porte donc sur le thème Uberisation, disruption, innovation et après. Donc ce sont trois mots relativement courants, ce sont des mots passe-partout et parfois des mots même un peu galvaudés. Pourtant, si on prend le temps de s'y arrêter, ce que je vous propose de faire quelques instants, chacun de ces termes revêt une signification particulière et assez précise que le langage courant finalement a tendance à brouiller un petit peu. Je commence par le milieu, par la disruption. C'est un terme qui n'est pas tout jeune, hein. On le retrouve dans nos archives en 1874. Et il figure dans le Littré, et même en 1749, dans l'encyclopédie de Buffon. Donc c'est un vieux terme. Et à l'époque, il est présenté comme un synonyme de rupture, de fracture. Donc c'est pas très très positif comme acception. La définition moderne, on l'a le droit plutôt à Jean-Marie Dru, qui travaillait alors chez TBWA. C'est même une marque déposée du groupe de communication, dans lequel il s'apparente plutôt à une méthodologie. Et puis enfin, c'est Clayton Christensen, qui est professeur à Harvard, qui a popularisé le terme dans sa conception actuelle et moderne. Pour lui, donc, ce sont des nouveaux entrants sur un marché qui arrivent par le bas et qui ont recours évidemment aux nouvelles technologies. Et eux peuvent être qualifiés de disruptifs. Donc vous l'avez compris, on parle en particulier des startups. Des startups, il y en a une qui a particulièrement marché, c'est Uber. Vous le savez. Uber, donc, a disrupté et Uber a uberisé. Donc, quelques éléments pour définir un peu l'uberisation. C'est très simple, c'est une plateforme de mise en relation. Évidemment, c'est numérique. C'est une plateforme qui se contente de faire de la mise en relation, plutôt que de rendre le service elle-même. Et puis, c'est une plateforme, évidemment, que l'on rémunère pour cette mise en relation. Alors, cependant, dans l'imaginaire collectif, je pense chez vous et un peu partout, autant la disruption a une connotation positive, autant l'ubérisation est souvent vue comme une menace. Tout le monde a peu peur de se faire ubériser aujourd'hui. Les entreprises, on en parlera tout à l'heure, elles craignent de subir un peu le destin des taxis, mais aussi les salariés qui craignent de perdre leur emploi et les protections qui vont avec. Et puis rapidement, on parle d'innovation. Vous savez tous ce qu'est l'innovation. En revanche, l'innovation en soi apporte pas grand-chose, mais certaines innovations, en revanche, rapportent beaucoup, et donc tout le monde cherche un petit peu la martingale dans son secteur. Alors beaucoup d'entreprises et d'organisations se mettent en marche pour innover. Certaines parviennent à se montrer vraiment disruptives, et très rares sont celles finalement qui parviennent à ubériser leur secteur. Trois termes qui ont des idées proches mais des réalités bien distinctes. Et on va le voir justement dans nos discussions avec nos invités que vous décrivez ici. On aura donc une table ronde avec Sophie Boissard de Corian, avec Fabrice Bonifay de Bouygues, avec Estelle Brachlianoff de Veolia, avec David Laurent de Kaufmann Broad. Mais avant la table ronde proprement dite, je vous propose d'écouter Séverine Chaput, qui a la lourde tâche d'ouvrir cette soirée. Séverine est directrice générale adjointe grand projet mixte de BNP Paribas Real Estate. Elle est membre également de la Vigie Palladio. Séverine, c'est à vous. Je vais peut-être garder ça. Merci beaucoup. Merci Fabien d'avoir introduit les termes. J'aurais probablement eu du mal à le faire aussi bien. Peut-être pour démarrer, et avant de dire à Uber où nous allons après, ça m'a paru intéressant et important de nous dire finalement d'où nous partons. Et je me suis dit, cette table ronde, si on avait eu à la faire à peu près dans la même configuration il y a 5-6 ans pour vous présenter un projet de maison de santé ou d'accueil de personnes âgées, on aurait presque pu imaginer une prise de parole séquentielle, un promoteur, soit BNP Paribas Real Estate, soit Kaufmann Broad, puis une entreprise générale, Bouygues Construction, pour nous dire comment elle allait le construire, et puis Corian pour nous dire comment ils allaient gérer cet établissement. Si on avait dû faire cette table ronde, peut-être en 2018, pour vous parler d'un projet exemplaire et vous dire comment on l'a réalisé,
On serait certainement parti de la restitution d'une prise de parole d'usagers, ou en tout cas d'habitants, de personnes susceptibles d'occuper ces lieux, réunis par Korian, aux côtés de 2 copromoteurs en partenariat, Kaufmann Broad et BNP Paribas Real Estate, et puis dans le cadre de la reconfiguration d'un quartier plus large, évidemment bas carbone, grâce à l'expertise à la fois de Bouygues Construction et de Veolia, et le tout dans un ensemble qui nous aurait paru plus ou moins satisfaisant pour la collectivité. Mais finalement, le fait que dans cette table ronde qu'on fait aujourd'hui, il y ait la présence de WeShare, ça nous dit bien qu'on est déjà dans un après. Et peut-être que le projet qu'on vous présenterait dans quelques mois, c'est finalement un projet d'accueil des personnes âgées, handicapées, hors les murs, ou en tout cas hors de nouveaux murs, en mutualisant un certain nombre de ressources et d'existants. Si on regarde ce que présente le Forum économique mondial en termes de tendances, les transformations qui nous impactent, ça donne le tournis, à peu près dans tous les domaines, technologiques, politiques, environnementaux. On est fondamentalement impacté. Je ne sais pas si c'est une question d'ubérisation, d'innovation. En tout cas, ces défis sont majeurs. Et si je me concentre, ne serait-ce que sur les 4 que vous voyez à l'écran là, pour moi, ils sont à eux seuls une injonction à l'innovation. Transition environnementale, évidemment, c'est plus un choix. Inclusion et renouveau démocratique, c'est particulièrement d'actualité. Cette transition environnementale doit se faire au service d'une inclusion et non pas au prix d'écarter et de cliver encore davantage. Dans le meilleur des mondes, on pourrait imaginer une forme d'intelligence augmentée avec un bon partenariat homme-machine, mais c'est loin d'être gagné. Et puis bien sûr, des enjeux de cybersécurité, que ce soit à l'échelle des nations, à l'échelle individuelle. J'en ai saisi que 4, mais chacun des autres pourrait justifier cette mobilisation pour innover et aussi pour disrupter dans le sens où on aurait à casser des schémas qui nous entraînent vers quelque chose qu'on ne souhaite pas. Et bien sûr, ces innovations se font au service d'une vision, ou plutôt 2 visions au pluriel, parfois antagonistes. Et si ce n'est de vision, peut-être d'illusion aussi. C'est aussi un monde de liquidité qui nous permet de croire qu'aujourd'hui, la conquête de Mars est à nouveau possible. On a envie de rêver, on n'en est pas complètement sûr non plus. Et ces innovations, Fabien évoquait le cas des startups. Bien sûr, c'est le fait d'une myriade de startups, mais c'est aussi le fait de géants, et de géants qui grossissent extrêmement vite. On parle beaucoup des GAFAM, mais les BAT-X sont aussi extrêmement puissantes, et peut-être que, de notre point de vue européen, on en néglige la puissance aussi. Et demain, très certainement, s'ajoutera une nouvelle lettre, qui serait la première d'une start-up aujourd'hui méconnue de l'intelligence artificielle. Ce que je voulais partager avec vous, c'est dire finalement, dans ce champ d'incertitude, on peut quand même essayer d'identifier un ADN commun d'un certain nombre d'innovations et de disruptions. Moi, il me semble qu'il y en a au minimum 3. D'abord, c'est le fait du partage. Partage de ressources physiques. J'ai une place libre dans ma voiture, j'ai une chambre qui n'est pas occupée, donc ça c'est le modèle qu'on voit bien évidemment les uns et les autres, mais aussi partage de savoir-faire, partage d'expertise. Je pense à un acteur comme Make Sense, mais ils sont nombreux. Le deuxième pilier me semble être celui de l'expérience, qui est bien évidemment au cœur de tout ce qui est proposé aujourd'hui, expérience usagée, donc valeur d'usage. Et puis feedback, donc évaluation permanente, qui alimente cette grande roue à data. Et c'est cette roue à data, finalement, qui donne à la fois, qui calibre la puissance d'innovation et le rythme d'innovation. Qu'est-ce qui se passe si on transpose ces piliers-là à la fabrique de la ville ? Est-ce que ça veut dire qu'on s'oriente d'une ville patrimoniale, une ville de propriétaires, ou en tout cas financée par des propriétaires, à une ville où on paye à l'usage ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Pas forcément. Qui en aurait les clés ? Moi, très franchement, je ne sais pas. Par contre, je pense que ceux qui pourront en ouvrir les portes sont des acteurs qui aujourd'hui développent une forme d'agilité pour gérer nos communs, nos espaces communs, nos biens communs, des activateurs de sites. Vous avez à l'écran quelques images, je ne veux pas limiter la liste, mais des acteurs comme Yes We Camp, par exemple, qui développent cette forme d'agilité. Et bien sûr, si on pense à des acteurs, des activateurs de sites, il y a aussi à prendre en compte les nouveaux flibustiers de la ville qui préemptent l'espace public par un certain nombre d'usages serviciels. Des gros
flibustier aussi, peut-être. Et donc, ce qui me semble important, c'est de se dire, le « et après », moi je serais bien incapable d'y répondre, mais au moins essayons de partager une trajectoire et de tendre vers quelque chose de partagé. Et ce quelque chose me semble être la préservation des biens communs que sont à la fois l'espace public et la qualité de l'espace public, mais aussi des biens communs que sont la qualité de l'air, qualité de l'eau, qualité de la nourriture. Et pour ce faire, évidemment, mobilisons aussi bien des startups que des initiatives privées, que des majors qui ont la pérennité, l'expertise et bien évidemment une gouvernance politique, publique, qui doit elle aussi se réinventer face à ces nouveaux usages et nouveaux acteurs. On ne pouvait pas occulter le fait qu'en parallèle du CIMI se tient la COP24 et qu'on a une injonction à innover, certes, mais surtout à se mobiliser. On a une feuille de route qui nous est proposée par nos instances, à l'échelle souvent des villes, avec une vraie puissance et une vraie mobilisation au travers du C40 et avec le plan climat-énergie de Paris qui en est un très bel exemple. Et donc, je voulais vous proposer peut-être des pistes de réflexion. Pour tenir cette trajectoire et tenir ce cap, d'abord, faire de l'immeuble une ressource pour le quartier. Je pense qu'on est nombreux dans la salle, au travers de nos différentes casquettes liées à l'immobilier, à partager cette idée. Quand je dis ressources, c'est à la fois en termes d'énergie, en termes de matériaux, en pensant le cycle de vie, mais aussi en termes d'usage, par des immeubles qui sont plus ouverts, qui proposent une mutualisation qui bénéficie aux différents habitants du quartier. En l'occurrence, c'est l'une des références d'un projet porté par BNP Paribas Real Estate sur un des réinventés qui nous a incités à procéder de cette manière-là. Une autre piste qui est finalement de se dire on est contraint aujourd'hui par un COS et plutôt par un plafond. Réfléchissons en termes de coefficient d'usage et d'usage maximal sur un cycle de vie d'un même mètre carré. Pensons-le déployable, rétractable, partagé. En gros, construisons des actifs qui sont capables de la conception à la déconstruction. Et puis, pour effacer notre empreinte environnementale, peut-être empruntons davantage justement à l'environnement dans la manière de concevoir, de produire, de renouveler. Et autre piste qui me semble absolument clé, rien de bien original ici, pensons davantage accessibilité que mobilité. En conclusion, mais qui est surtout une introduction des échanges qui vont suivre, il me semble qu'en fait, le défi qu'on a à relever pour cet après, c'est une injonction qui est peut-être pas si contradictoire que ça, qui est à la fois d'innover, de pousser la disruption de schémas qui sont non vertueux et de penser la résilience. Disruption et résilience, finalement plus compatibles qu'il n'est paraît. Merci. Bravo pour cette présentation, cette introduction. Très stimulant, je crois qu'on a bien posé le décor. On va pouvoir enchaîner directement avec notre table ronde et nos 4 invités. Je vous demande donc d'accueillir Sophie Boissard, Estelle Brachlianoff, David Laurent et Fabrice Bonifay. Rejoignez-nous sur scène. Alors Sophie Boissard, vous êtes directrice générale de Korian, gérez des maisons de retraite, des cliniques spécialisées, des résidences-services, un secteur qui évolue rapidement, on va en parler juste après. Et précédemment, vous avez également travaillé pour la CNCF, mais aussi pour d'autres institutions publiques. Fabrice Bonifay, bonsoir. Vous êtes directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues. Alors le groupe Bouygues, c'est la construction, c'est la promotion, vous le savez bien, mais c'est aussi les médias, les télécoms, etc. Donc c'est au niveau de ce groupe que vous coordonnez la démarche de développement durable. Vous pilotez des projets sur l'énergie, le carbone, la ville durable, l'économie circulaire, etc. Estelle Brachlianoff, vous occupez chez Veolia le poste de directrice générale adjointe en charge des opérations. Donc après un début de carrière dans l'administration, vous avez intégré le groupe en 2005. Vous avez dirigé certaines activités, certains métiers avant de chapeauter les activités Royaume-Uni et Irlande, donc un point de vue international qui nous sera précieux. Et puis enfin, David Laurent, bonjour, bonsoir. Vous êtes directeur général immobilier d'entreprise et grands projets urbains chez Kaufmann & Broad. Vous y travaillez depuis 2011 et vous y développez à l'instant T une trentaine d'opérations
sur l'ensemble de territoire, bureaux, logistique, hôteliers, etc. On va évoquer ensemble, au tout début, les bouleversements, qu'ils soient économiques, écologiques, sociaux, qui agitent notre époque et puis qui bousculent justement nos entreprises. Premier exemple de mutation profonde que je vous propose d'évoquer ensemble, le vieillissement de la population. Là, vous me voyez venir. C'est un phénomène qui bouscule un peu les acteurs qui ont une offre générationnelle, évidemment. Et donc, Sophie Boissard, vous dirigez Korian. On décrivait votre activité il y a quelques années encore comme un gestionnaire de maisons de retraite. Aujourd'hui, vous vous considérez plutôt comme un opérateur de solutions à destination de ce public. Alors, première question, très rapidement, au-delà des mots, ça veut dire quoi? Mais surtout, plus profondément, qu'est-ce qui a poussé une entreprise comme la vôtre à complètement se redéfinir finalement, à changer même d'intitulé d'activité? Et comment on repense son positionnement et son métier par l'évolution finalement de l'économie et de la démographie? Vous avez 3 minutes. Bien, je crois que l'enjeu, et d'ailleurs Séverine en a parlé en introduction, l'un des enjeux auxquels on est confronté, peut-être l'un des 2 grands enjeux du XXIe siècle, c'est cette société de la longévité. On a gagné 30 ans d'espérance de vie au XXe siècle. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on vit de plus en plus vieux, mais il faut savoir qu'on vit aussi de plus en plus vieux dans un état de santé avec un certain nombre de fragilités. Et ces fragilités, ça peut être des maladies chroniques, du diabète, enfin bref, tout ce qu'aujourd'hui on sait soigner. On n'en meurt plus, mais on vit longtemps dans un état de santé qui nécessite des soins. Et la deuxième corollaire de ça, ces sociétés de la longévité, c'est aussi une société dans laquelle les familles sont devenues beaucoup plus petites et les anciens ne sont plus accompagnés, pris en charge chez eux, en tout cas pas dans nos sociétés occidentales, mais dans les familles, mais sont en fait forment des ménages autonomes. Et donc on a besoin d'un environnement professionnel pour les accompagner. Et puis le deuxième grand enjeu, mais ça on y reviendra plus loin, c'est évidemment le changement climatique et le fait de comment est-ce qu'on va vivre dans des villes plus chaudes, dans des environnements urbains beaucoup plus chauds et qui restent malgré tout vivables. Et pour revenir sur Korian, effectivement, le vieillissement, il ne date pas d'hier. Encore une fois, on a gagné 30 ans d'espérance de vie en un siècle. Et il y a eu une première réponse très hospitalière, en tout cas dans la société occidentale, qui a été de dire on va construire des maisons de retraite. Des maisons de retraite, alors une maison de retraite, c'est un service, une population, paf. Et en France, on a été assez loin dans se dire on fait en plus une classe d'actifs, et tout ça, ça a marché, c'est structuré. On voit aujourd'hui que dans les parcours de vie, dans la diversité des situations, en réalité, on veut le plus longtemps possible mener une vie autonome et avoir le juste service au juste moment. Et donc, en réalité, la question, c'est pas de dire votre besoin, j'ai la solution, et d'ailleurs que cette solution vous plaise ou pas, voilà ce que je vous propose. C'est beaucoup plus de dire, dans un cas de figure, donner une affection, une pathologie, une trajectoire de vie. Comment je propose, dans la durée, un accompagnement adapté au plus près de la personne et qui se conçoit territoire par territoire. Mais justement, ce changement finalement de relation à la patientèle, aux clientèles, je ne sais pas comment vous l'appelez, elle a changé sous le phénomène du vieillissement, justement. Qu'est-ce qui vous a conduit à repenser justement, avoir une offre plus orientée service finalement ? Elle vient, cette philosophie-là, elle vient des pays du nord de l'Europe qui ont été depuis très longtemps beaucoup plus prévoyants, peut-être aussi parce que les cycles démographiques ont commencé de vieillissement, ont commencé plus tôt. Hein. En Allemagne, le grand baby-boom, il date en réalité de l'avant-guerre. C'était un des corollaires de la période nazie. Et en réalité, on a des sociétés qui se sont préparées à un vieillissement massif de la population 10 à 15 ans plus tôt qu'en France. Et les réponses ont été à chaque fois des réponses beaucoup plus plurielles, qui commencent par une réflexion sur l'habitat. On ne reste pas forcément dans sa maison d'origine, on est au centre-ville avec des services commerce, médecins, etc. qui sont accessibles à pied. On pense à l'isolement, donc on conçoit des environnements ouverts dans lesquels il y a des activités sociales. Et puis on a un certain nombre de réponses médicalisées ou de médicalisation possible de ces solutions résidentielles. Et donc ça conduit à penser beaucoup plus pôle de services pluridisciplinaires, un peu dans un format béguinage, un béguinage réinventé, qui sont des modèles tout à fait répandus, des petites communautés de vie, tout à fait répandues au Benelux, dans les pays scandinaves ou en Allemagne, pour ne citer que cela. Et donc ça nous a conduit à nous dire ces modèles-là,
qui font vraiment, qui sont des modèles de bon sens et beaucoup plus respectueux en fait des aspirations de chacun. Il faut qu'on arrive à les développer aussi au sud de l'Europe, et en particulier Corian est au départ une société française, c'est encore 50% de notre activité, de se poser la question comment en France aujourd'hui je réinvente des modèles en mettant autour de moi tout mon écosystème. Moi je suis opérateur, 50 000 salariés, 50% de soignants, des expertises très orientées autour des pathologies du vieillissement. Et je travaille avec des promoteurs, des développeurs immobiliers, des architectes, des designers, demain des sociétés de technologie aussi pour digitaliser et faire des environnements intelligents. Et j'ai besoin de toutes ces compétences-là pour penser. Enfin, il faut tout un village pour faire grandir un enfant. Il faut aussi toute une série de compétences pour accompagner des personnes fragiles ou vieillissantes. Très bien, merci. On reviendra sur ce point tout à l'heure. On évoque donc la manière dont les entreprises sont invitées justement à réinterroger leur activité, leur business model, leur offre finalement. Estelle Brachlianoff, avec votre poste de directrice des opérations chez Veolia, vous posez un regard du coup international sur ces questions. Et du coup, par rapport à ce qu'on vient de se dire, une évolution dans le temps, est-ce que finalement l'interrogation sur le business model, son évolution, sa remise en cause qu'on vient d'évoquer, est-ce que ce n'est pas une question que l'on se pose dès que l'on passe les frontières? En gros, il y a mutation dans le temps, mais est-ce que dans l'espace, ça demande aussi finalement une interrogation sur quel est le sens de ce qu'on propose? Oui, je crois qu'on est sur des métiers qu'on doit adapter dans chaque pays. Tous les métiers de service, je pense, c'est à peu près le cas. Et des choses aussi évidentes que, je ne sais pas, si on prend une usine d'incinération de déchets. En France, une usine d'incinération de déchets, c'est une délégation de service public, c'est des contrats publics. En Grande-Bretagne, c'est conçu comme une usine de production d'électricité. Il y a plus de 50% des revenus qui sont des revenus de production d'électricité. On imagine que les business models derrière n'ont absolument rien à voir. Et là, je viens de prendre un exemple assez évident et assez basique. Donc même un métier comme celui de Veolia, de l'eau, des déchets, de l'énergie, des utilités au sens large, est complètement disrupté de plein de points de vue différents. La bonne nouvelle, j'allais dire, c'est qu'on a une partie de la solution. Donc le sujet, c'est d'agir maintenant et de le développer. Quand j'ai une partie de la solution, la ville de demain, c'est une ville circulaire, par exemple. Au sens de l'économie circulaire. C'est une ville notamment où on peut transformer les déchets en ressources. Alors ça peut paraître conceptuel, la réalité c'est qu'on a des solutions aujourd'hui. Alors j'ai deux petits exemples, parce qu'il n'y a rien de mieux que de toucher physiquement ce dont on parle. Alors ça, c'est un jeton de plastique rouge. Prenez des jumelles. C'est un jeton de plastique rouge, peu importe, c'est du plastique. On va se dire, ok, en quoi c'est disruptif le plastique et en quoi en plus ça a un rapport avec ce que fait Veolia. Sauf que ce plastique, on ne l'a pas produit à partir de pétrole. Ce plastique, c'est le résultat de R&D du groupe. On le produit à partir de bouts de stations d'épuration. Donc là, vous voyez ce qui est un rejet de la vie, une des conséquences de vivre ensemble en masse, et de façon générale, même pas en masse d'ailleurs, mais d'une station d'épuration. Voilà ce que ça peut produire aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'urban mining, en fait. Dans nos villes, il y a aussi les sources et les mines de ressources, pourvu qu'on regarde et qu'on travaille sur le sujet. La ville, ça vous produit des balayures de voirie. Alors là, effectivement, je pense que personne dans la salle a dû se poser la question de ce que devenaient les balayures de voirie. Il se trouve qu'en l'occurrence, traditionnellement, ça va en décharge, enfin peu importe, et qu'on a découvert il y avait du palladium et du platine dedans. Donc là, vous avez l'équivalent d'une petite fiole. Vous voyez pas grand-chose parce que c'est petit, parce qu'on n'a pas dû me faire assez confiance pour m'en donner beaucoup. Là, il y en a quand même pour l'équivalent de 1 000 €, mine de rien, dans ce que j'agite là. Parce que ça vaut très cher. Ça sert à la microélectronique, évidemment. Ça sert à la joaillerie. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on en trouve à peu près autant en quantité, c'est-à-dire aussi peu, si on veut, que dans les roches à l'origine. Donc on est sur des mines urbaines. Donc ça veut dire qu'on est en train de concevoir la ville comme un réservoir de ressources. Et derrière, il y a plein de boulot pour arriver avec. Il y a de la R&D et il y a des équipes. Donc là, on sent bien qu'il y a de la disruption. Donc la bonne nouvelle, c'est que les enjeux dont Séverine parlait tout à l'heure, le réchauffement climatique, la rareté des ressources naturelles, on a déjà une partie de la solution sous la main, donc agissons. Merci. Vous venez de parler de disruption, d'innovation évidemment. Je vous propose de revenir à l'ubérisation. L'une des forces d'Uber, d'Airbnb, c'est quand même de décliner mondialement une recette éprouvée. On vient de le voir, certaines activités ont des réalités locales, territoriales. Et David Laurent, du coup, je vous passe la parole. La promotion immobilière
elle innove bien évidemment. Elle peut cependant paraître protégée à première vue de l'ubérisation. C'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on entend en tout cas. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, le propre du phénomène d'ubérisation, c'est qu'on s'en rend compte une fois que c'est trop tard. Une fois que ça s'est déjà produit, je ne suis pas sûr que les hôteliers se sentaient menacés avant de voir Airbnb débarquer. Alors, quelle est justement votre analyse là-dessus? Est-ce qu'on peut, en regardant autour de nous, prévoir justement ce qui va nous arriver? Alors, effectivement, on est dans un métier un peu particulier puisqu'on agglomère une multitude d'éléments, en quelque sorte, pour construire un immeuble, que ce soit dans la phase de conception, où il y a un certain nombre d'intervenants et d'étapes un peu particulières ou sur mesure, puisque ça doit être adapté. On est dans un site particulier avec un environnement décisionnel particulier, très local. On a ensuite une phase de construction qui elle-même en général est sur mesure, puisque s'inscrit dans la réglementation locale d'urbanisme, répond à des demandes qui peuvent être aussi subjectives de la population, des élus. Mais nonobstant tout ça, donc tout ça, ce sont des éléments qui finalement, effectivement, peuvent laisser penser que la duplication, qui est souvent un élément d'ubérisation à l'échelle mondiale, ne peut pas toucher le secteur. Après, malgré tout, l'innovation, elle est très importante dans le secteur. Et peut-être d'ailleurs, c'est plus l'innovation qui est un sujet clé que l'ubérisation en tant que telle. L'innovation, c'est ce qui permet en permanence d'améliorer nos produits, nos projets, et de faire la différence par rapport justement à nos concurrents éventuellement, et puis d'apporter plus à la ville. Pour reprendre un peu ce qui a été dit en introduction, on a une responsabilité vis-à-vis de la ville aussi. L'acceptabilité des projets doit être quelque chose de plus en plus compliqué par la population, et donc il faut que l'immeuble apporte aussi au quartier. Et nous, ce qu'on regarde en fait systématiquement quand on regarde l'innovation, puisqu'on est très très attentif à ce qui se passe, sur tous les éléments, toutes les briques justement qui constituent le projet immobilier in fine, on regarde à chaque fois ce que ces innovations apportent réellement à nos clients, apportent à la ville. C'est pour nous les éléments essentiels, les thèmes clés. Par exemple, il y a le crowdfunding, on en parle beaucoup, c'est un phénomène en pleine expansion. On peut se poser la question de ce que ça apporte réellement à la ville et à nos clients. Le crowdfunding, c'est une façon de mettre plus de capital à disposition d'opérateurs pour, en particulier, acheter des terrains, apporter des terrains. Et avec des rémunérations en face de 10-12%, c'est ce que promettent les plateformes, voire 16-18% dans certains cas, parce qu'il y a effectivement un risque en face. C'est une façon finalement de faire monter le coût du capital, d'apporter du capital sur des sujets déjà tendus. C'est-à-dire le foncier, il n'y en a pas suffisamment, il y a plus trop de capital pour pas assez de foncier, et on fait monter le prix du foncier. Donc est-ce qu'en faisant monter le prix du foncier, on sert nos clients et on sert la ville? Pas forcément, parce qu'on va dégrader. In fine, le projet va être un peu moins beau parce que la capacité financière des clients n'a pas augmenté parce que c'est un projet qui passe par une plateforme de crowdfunding. Et puis effectivement, le projet va être plus cher. Donc il faut se poser la question systématiquement. Et nous, ce qu'on retient, ce sont les innovations qui apportent vraiment un service supplémentaire à nos clients, qu'on est capable de leur proposer dans un équilibre en termes de prix qui est conforme à leur pouvoir d'achat. Et qui apporte à la ville. Un des sujets par rapport à la ville, c'est le lien entre l'opération qui arrive, qui souvent est vue comme une forme d'intrusion par rapport à ce qui se passe localement, et une sorte d'intimité locale du quartier. Qu'est-ce que cette opération peut apporter en termes de ressources, en termes de vie, en termes d'échanges au quartier? Voilà la façon dont on raisonne. Très bien. La promotion, donc, c'est pas forcément directement menacé d'ubérisation. Il y a un autre secteur qui n'est pas délocalisable, pas industrialisable, pas forcément ubérisable à première vue, c'est le BTP. Pourtant, Fabrice Bonifay, vous le savez, on le sait tous, la construction, ça innove pourtant. Alors, qu'est-ce qui pousse à innover s'il n'y a pas vraiment de menace directe? Est-ce qu'on peut pousser l'innovation en fait, sans avoir un couteau sous la gorge? C'est votre point de vue. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de menaces. Je vous pose la question. Et certes,
le BTP a été longtemps un secteur assez conservateur dans son modèle, mais les temps sont en train un peu de changer parce que le monde change et on est à la convergence des pics. Le pic démographique, le pic de l'érosion de la biodiversité, le pic des émissions de CO2, la montée des populismes, etc. On sait pourquoi. Donc on voit bien qu'on est à l'aube de grands changements et que le modèle constructif, lui aussi, va devoir évoluer pour tout un tas de raisons. Alors, première raison, ça a été dit, l'enjeu climatique, on en parle beaucoup, on n'en a pas fait beaucoup, mais là maintenant, les signaux faibles sont devenus des signaux forts, les clients sont en train de s'en apercevoir, et la construction bas carbone va devoir devenir une réalité sous la contrainte. La contrainte, justement, qui n'est pas forcément encore réglementaire, c'est quoi? C'est la pression des clients? Pression des clients, pression des investisseurs surtout, pression de la population. Je pense que les gens commencent à prendre peur aussi de ce qui est en train de se passer. L'épisode caniculaire de Paris, enfin en France même, l'été dernier, montre un peu à quoi va ressembler le climat sous nos latitudes, avec des modèles constructifs qui n'ont pas du tout été adaptés pour ça. Donc, le modèle va devoir être revu à l'aune de la pression sur les ressources, également les ressources minérales pour construire, et l'arrivée de nouveaux entrants. Car je pense que on dit que le bâtiment n'a pas été concerné par l'industrialisation, mais il faut regarder ce qui se passe un petit peu en Asie. Et j'y vais de temps en temps pour benchmarker. Et aujourd'hui, les géants du bâtiment, dans ces pays-là, sont passés à des conceptions modulaires, qui sont en fait l'économie des plateformes de construction automobile peuvent servir aussi pour construire des bâtiments. D'ailleurs, les géants de la construction en Corée sont aussi des géants de la construction d'automobiles. Chantier naval également. Quand on voit des bateaux de 6000 capsules, après tout, on peut se dire un bateau, c'est un bâtiment qui flotte. Et le niveau de finition est tout à fait extraordinaire, parce que dès lors que vous industrialisez, vous améliorez la qualité, vous réduisez aussi les matières premières, vous êtes plus en mesure de fabriquer des bâtiments qui vont devenir demain des banques de matériaux pour le futur, car vous allez moins mélanger, vous allez concevoir pour déconstruire in fine, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Donc l'ensemble de ces quelques contraintes montre que le secteur va devoir se réinventer et que les concurrents principaux des majors, dont on fait partie, chez Bouygues, ne sont pas forcément d'autres entreprises de construction. Donc on a plus peut-être à craindre de secteur industriel, parce que dans quelques années, il y aura moins de voitures. On le sait bien, les voitures seront partagées, autonomes. Ce sera compliqué d'être propriétaire de sa propre voiture en l'utilisant 5% du temps comme aujourd'hui. Et ces gens-là vont devoir se diversifier et ils iront, comme on essaye de le faire nous aussi, aller manger dans la gamelle des autres pour continuer leur activité et satisfaire leurs actionnaires. Donc, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Tout le monde sait ça, les méga tendances, très bon exposé de Séverine, tout le monde le sait. Maintenant, la difficulté, c'est comment arriver à le faire plus vite que les autres. Alors, je raconte souvent une petite histoire qui, vous allez peut-être vous en souvenir, c'est l'histoire de l'Américain, des Français, du basket et du lion. Donc, prenez un Américain, un Français, vous voulez parachuter dans la savane, et puis l'Américain, il y a un gros lion à 250 mètres, très méchant, qui n'a pas mangé depuis longtemps. L'Américain, calmement, s'assoit par terre et met sa plus belle paire de baskets Nike. Le Français rigole, lui dit « Mais tu comptes quand même pas courir plus vite que le lion ?» Puis l'Américain lui dit « Non, pas du tout, mais je compte courir plus vite que toi. » Très bien. Merci beaucoup. L'innovation, c'est une super transition que vous venez de me faire, justement, parce qu'en parlant des constructeurs automobiles qui peuvent se révéler être des concurrents des constructeurs d'aujourd'hui, alors l'innovation, d'abord, c'est pas que de la technologie, c'est aussi une offre commerciale, c'est aussi une promesse, un positionnement. Et ces idées, vous venez de le dire, peuvent venir de chez soi, mais elles peuvent venir d'ailleurs, des concurrents, voire d'un autre secteur, justement. Et Estelle Brachlianoff, justement, je voulais vous demander comment on repère des business models, justement, qui peuvent être un peu disruptifs, qui peuvent être une menace ou qui peuvent être une chance pour vous, que ce soit effectivement dans sa zone d'activité, sa zone de confort, finalement, voire aller ailleurs pour trouver un modèle qui peut vous inspirer. Alors, il y a la solution classique, on en fait un peu, c'est l'open innovation, d'aller essayer de repérer les startups, tout ça. Il y a le peut-être un peu moins classique, plus difficile, mais auquel je crois au moins autant, qui est de croire à ces salariés, aux gens qui constituent l'entreprise. On a 165 000 salariés chez Veolia, c'est autant de personnes qui ont eux-mêmes des voisins, des amis, qui lisent la presse, qui regardent, qui écoutent.
et qui pour moi peuvent être des vigies, des repères pour nous dire des choses et venir avec des idées, pourvu qu'on leur donne une direction, la stratégie, la vision de ce qu'on veut faire évidemment. Donc on a organisé un certain nombre d'endroits comme ça où on essaie de capturer ces idées business qui viennent en fait de nos personnes, enfin de nos salariés. Alors après, pour que ça marche, il y a pas mal de conditions. Et je ne dis pas qu'on a trouvé la pierre philosophale, mais on essaye et je crois que ça peut marcher plus que pas mal d'autres solutions. La première, c'est d'ailleurs, enfin, je pense que c'est l'essentiel, c'est de changer l'état d'esprit. Depuis un état d'esprit traditionnel qui est celui de n'importe quel grand groupe, je suppose, qui est on réussit quand on réussit d'une certaine façon, à on réussit quand on essaye, qu'on échoue, qu'on réessaye autre chose et qu'à la fin on finit par avoir une solution. C'est l'ambiance start-up, hein, c'est le fail fast and cheap et adapt. Et je crois que changer cet état d'esprit, c'est un truc essentiel, qui n'est pas évident, mais qui peut permettre de réussir beaucoup de choses. Après, il y a organiser l'incubation, parce qu'une fois qu'on a l'idée, qu'on donne du temps, de l'argent à un certain nombre de personnes, éventuellement en liaison avec des startups, les petites pousses grandes comme ça, dans les grands groupes, elles sont vite écrasées par le quotidien, le mainstream, voilà, ce qui rapporte déjà beaucoup d'argent aujourd'hui. Alors que là, on est en train de parler de ce qui va rapporter de l'argent demain, voire après-demain, voire après-après-demain. Et donc, il y a une côté... j'arrive plus à trouver mes mots en français, j'ai passé 6 ans en Grande-Bretagne. Nurturing, donc de faire attention à ces petites pousses, de les mettre sous serre, d'essayer de les éclairer un peu plus, de les couver, voilà, merci. De les couver, de faire attention aux gens qui les font pousser. Je crois que c'est la deuxième clé de succès, à mon avis. Le troisième, c'est la diversité. C'est parce que si on n'a que des gens dans une boîte qui se ressemblent tous, qui ont exactement le même profil professionnel, il y a des chances qu'on aboutisse exactement à la même solution, même s'il y a là du succès aujourd'hui. Donc ça veut dire mettre des gens qui viennent d'une industrie différente, des gens qui pensent client, plutôt que des ingénieurs uniquement tous dans la même salle. Ça veut dire aussi de l'international, enfin en tout cas des gens qui viennent de pays différents, avec des cultures différentes, de mélanger tout ça et de se dire, après tout, avec un peu de diversité, on peut arriver à trouver des solutions différentes. Donc pour moi, c'est les 3 clés de succès. Justement, des exemples un peu d'activités, de réorientation qui, dans votre parcours, vous sont venus d'observations soit de l'étranger, soit complètement d'un autre secteur d'activité qui vous a fait dire il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. On passe notre temps à ça. Si je vous donne, ces exemples-là, ça nous est pas venu de notre secteur d'activité. Le fait de raisonner sur le digital, on a plein de choses qui viennent d'autres secteurs d'activité. On peut se dire le digital, quand on parle de stations d'épuration, d'usines d'incinération, de camions de collecte, qu'est-ce que ça a comme rapport ? Eh bien si, on a plein d'innovations sur le sujet. Donc oui, encore faut-il écouter, et encore faut-il écouter les signaux faibles ou ses équipes. Très bien. Justement, on parle de digital. Sophie Boissard, les grandes entreprises, comme la vôtre, mais comme d'autres aussi, mettent souvent en place justement des partenariats avec des startups, des incubateurs, des hackathons. Qu'est-ce que des groupes comme le vôtre, finalement, trouvent chez ces jeunes pousses qu'il n'existe pas chez eux ? Est-ce que, finalement, pour le dire un peu plus brutalement, est-ce que l'entreprise traditionnelle, elle est condamnée d'aller piller un peu l'innovation chez ces startups ? Je crois que c'est le processus de croissance classique. Quand je regarde mon entreprise, on fait chaque année entre 10 et 20 acquisitions. Alors soit c'est des acquisitions pour se développer géographiquement et vraiment construire des véritables clusters de services à l'échelle d'une ville. Je vous donne un exemple, Florence en Italie. On a construit progressivement un vrai réseau de services gériatriques en orthopédie, en neurologie, avec des maisons spécialisées et des plateformes. Et donc, plus on croit localement, plus on arrive en fait à faire fonctionner ces services. Donc, on croit sur le même secteur d'activité en acquérant. Et la deuxième chose qu'on fait aujourd'hui de plus en plus, c'est qu'on utilise finalement cette politique d'acquisition. En général, ça fait venir des entrepreneurs qui restent intéressés au capital, donc qui continuent avec nous pour 5, 6, 7 ans sur un projet de développement pour avoir des nouveaux concepts ou des nouvelles technos. Nouveaux concepts, on a investi récemment dans une société franc-comtoise qui a complètement repensé le modèle d'habitat senior autour de concepts de colocation. Et c'est génial parce qu'ils ont été de bout en bout
en disant finalement, économiquement, il faut faire des petites communautés, 7-8 personnes, ça peut être des bas d'immeubles collectifs, ça doit être de plein pied, évidemment pas de cave, etc. C'est complètement accessible PMR, et j'arrive à aller au bout d'ailleurs du projet. Donc nous, on les a achetés, on a repris le pipeline de développement et on a dit, on va aller au bout, on va faire du modulaire avec du CLT et on va complètement industrialiser le modèle. On arrive à sortir aujourd'hui pour à peu près 1 000 euros, 1 000, 1 500 euros, ça dépend des formes d'habitat, du mètre carré hors foncier. On industrialise, on arrive à construire en moins d'1 an. Et c'est, à mon sens, demain, j'y pensais en vous écoutant, quelque chose, on est en train de chercher aujourd'hui quel est le partenaire industriel avec lequel on développe. Et puis le dernier étage de la fusée, c'est de pouvoir effectivement repenser complètement la connectique à l'intérieur de ces environnements et d'avoir des plateformes d'échange de données qui, permettent de faire fonctionner intelligemment ces bâtiments à la fois sous l'angle consommation énergétique, mais aussi services. Donc vraiment plateforme d'échange de données, patients, environnement sécurisé pour que les infirmiers ou les auxiliaires de vie aient en permanence une capacité à intervenir au bon moment. Et puis, on est aussi en train de tester, et là on le fait en partenariat avec des startups ou des SS2I qui sont déjà relativement grandes, des plateformes hors les murs, pour faire ce que disait Séverine, qui est comment je rends intelligent aussi des domiciles classiques pour pouvoir apporter à distance mon service, ma supervision médicale à ces personnes. Et là, comment on fonctionne? Alors là, on a bien défini notre cahier des charges parce qu'on sait ce qui doit pouvoir marcher du point de vue des clients. On part sur une preuve de concept avec des partenaires. Là, on travaille avec WebHelp qui fait de la supervision à distance, leur filiale médicale. On travaille aussi avec Pharmagest, qui est une SS2I spécialisée pour tout ce qui est service aux pharmaciens, aux officines. Et on est en train de tester aujourd'hui 2 types de plateformes connectiques. Si ça fonctionne, on a pris une centaine de patients qui ont bien voulu jouer les cobayes. Si ça fonctionne, derrière, on va déployer à la fois chez nous, dans notre parc installé, et dans du parc externe. Et donc, est-ce qu'on est dans de l'incubation? Moi, je pense qu'on est plutôt dans du partenariat techno, intelligent et agile, où finalement, en faisant converger des univers sectoriels très, très différents, hein, le nôtre qui est celui des services et soins de santé, celui de promoteurs immobiliers d'un nouveau genre, et puis ceux de SS2I plutôt spécialisés santé, on est en train de reconstruire des écosystèmes et demain de faire naître de nouveaux marchés. Et peut-être pour terminer en disant que c'est vrai dans le cas de Corian, service aux personnes fragiles ou vieillissantes, on a l'année dernière, avec un certain nombre de grandes entreprises réunies au sein de la FEP, fait un exercice qui a enthousiasmé tout secteur confondu, qui a été de dire on se donne une journée où on a les grands groupes, CAC 40 ou vraiment les plus grands groupes français, et toute une série en fait d'ETI, start-up, PME qu'on avait sélectionné en disant nous grands groupes, voilà les sujets sur lesquels on n'est pas bon, où on se pose des questions, et on avait demandé à ces entreprises de venir en pitchant, vu de l'extérieur, vu nos modèles économiques, vu nos difficultés, vu les points sur lesquels on pourrait progresser, de venir nous voir en disant voilà ce qu'on ferait pour vous. Ce truc a marché sous un format speed dating assez formidable. On a eu 600 entreprises qui sont venues pitcher. Moi, je regardais pour les miennes. On est aujourd'hui en train de travailler avec 10% des entreprises qui sont venues nous voir l'année dernière. Et ça nous a fait ouvrir des sujets sur le recyclage des déchets alimentaires auxquels on n'avait pas du tout pensé, sur la modélisation des données, bien sûr, sur des matériaux intelligents. Et donc, je pense en fait que dans cette économie effectivement très disruptive, comme vous l'avez dit, Fabrice, on est en train aujourd'hui on ne sait pas exactement de quoi demain sera fait. Cette capacité finalement à la médiévale, hein, d'avoir des foires, finalement, et c'est le CIMI, c'est ça aussi, hein, d'avoir des endroits où on organise de manière ouverte une capacité à échanger entre des opérateurs, des acteurs d'univers différents, c'est sans doute le meilleur accélérateur d'intelligence collective et de capacité de progrès. Donc moi je dis vive la foire au sens médiéval ou antique du terme, quel que soit le nom qu'on lui donne. Merci. C'est vrai, une entreprise ne travaille jamais seule. Jamais dans son coin sans parler à d'autres. Elle a des donneurs d'ordre, elle a des clients, elle a des fournisseurs, des industriels, bref, elle a un écosystème. Là aussi, évidemment, les frontières sont en train de bouger. L'innovation, qu'elle soit technique ou non, elle conduit nécessairement à redéfinir le rôle de chacun dans la chaîne de valeur. Alors, l'exemple traditionnel, c'est le BIM, hein, qui repositionne un peu
les architectes, l'entreprise de construction, la maîtrise d'ouvrage évidemment. Fabrice Bonifay, vous connaissez le BIM évidemment, mais je pense qu'il y a les mêmes choses dans d'autres secteurs que vous connaissez comme les télécoms ou les médias. Cette évolution justement des relations entre les acteurs d'une chaîne de valeur, est-ce qu'elle conduit nécessairement à se reposer la question sur ce qui fait ma propre valeur ajoutée et qui fait que moi, ma place elle est plutôt là que là, et peut-être à redéfinir son propre périmètre? Alors ça, c'est la vraie question, car tout ce qu'on vient de se dire là, et tout ce qu'on est en train d'évoquer là, c'est le point du modèle d'affaires, du modèle économique. Tout le monde est pour l'innovation, mais encore faut-il pouvoir se l'acheter. Et ça nous conduit à revisiter en fait notre modèle d'affaires. Alors, je vais vous donner un exemple sur lequel on travaille depuis maintenant 3 ans, qui se dit, voilà, on a vendu pendant des décennies des ouvrages qui étaient pour nos clients des centres de coûts, car dès lors que vous devenez propriétaire d'un ouvrage, vous devez assumer seul en fait la totalité des charges. Bien sûr, vous pouvez louer votre ouvrage, ça vous donne un loyer, mais en fait, les charges des flux liés aux flux physiques, à l'entretien, à la maintenance, vous devez l'assumer. Et puis on s'est dit finalement en allant voir ailleurs, dans d'autres industries, parce que finalement les meilleurs benchmarks, souvent on ne le fait pas avec ses propres concurrents, mais on le fait avec d'autres industries, on s'est aperçu qu'il y a d'autres industries qui avaient un meilleur usage, une meilleure optimisation de leurs actifs. Et je vais vous donner quelques exemples. Dans le secteur aérien, depuis maintenant des années, l'obsession des compagnies aériennes, c'est de faire en sorte que leurs avions soient pleins et qu'ils soient en l'air. Parce que être plein et en l'air pour un avion, c'est synonyme de gagner de l'argent. Dès lors que l'avion, à terre, c'est pas terrible. Hein. Voilà, quand l'avion arrive sur le tarmac, le compteur tourne dans l'autre sens et ça coûte de l'argent. Et finalement, une infrastructure bâtimentaire, un bâtiment, un ouvrage, c'est une infrastructure qui c'est comme un avion mais qui ne vole pas. Et finalement, l'obsession de demain, je pense, pour les constructeurs, les opérateurs, ça va de concevoir des ouvrages, comme ça a été dit par Séverine tout à l'heure, qui auront plusieurs vies dans la chronotopie de l'ouvrage. Donc un utilisateur principal, et puis probablement une kyrielle d'utilisateurs secondaires pour tout ou partie des espaces fonctionnels des ouvrages. Alors c'est très très vrai pour le tertiaire, et c'est vrai aussi pour le logement, parce qu'avec l'arrivée d'Airbnb, on peut imaginer des systèmes modulaires où une partie de l'appartement pourrait être sous-louée, suivant que vous avez la totalité l'usage de la totalité des espaces ou pas. Autre façon de gagner de l'argent, on est sur le modèle économique, on se dit un bâtiment, de plus en plus, ça a été dit aussi, il va devoir être autosuffisant dans les ressources dont il va avoir besoin pour fonctionner. On est aujourd'hui dans des villes qui sont très peu résilientes, qui sont très vulnérables en réalité, car on dépend en fait pour l'approvisionnement en énergie, en flux, en eau, de systèmes centralisés à l'extérieur des villes. Et on sait très bien qu'il suffit d'une petite grève, d'un peu de gel, et tout se bloque. On peut imaginer demain que les investisseurs disent là, ça serait bien, dans les temps incertains dans lesquels on va rentrer, que les bâtiments puissent autoconsommer tout ou partie des flux qu'ils vont produire eux-mêmes. On a d'ailleurs un bâtiment qui vient d'être lancé à Grenoble qui s'appelle Autonomous Building for Citizens, qui est un bâtiment presque autonome. Et ça, c'est quand même une innovation tout à fait considérable. Et ça préfigure en fait ce que seront les bâtiments de demain, des bâtiments qui vont autoproduire l'énergie et qui vont interagir avec leurs voisins. Aujourd'hui, on est sur des bâtiments qui sont indépendants les uns des autres. Demain, ils seront de plus en plus interdépendants. Ça va dans le sens de ce qu'on appelait tout à l'heure l'économie circulaire. Vous avez un bâtiment, vous avez un data center. Ce data center produit de la chaleur fatale. Pourquoi ne pas l'utiliser dans le bâtiment à côté pour chauffer de l'eau chaude sanitaire, etc. Et juste un tel bâtiment, ça coûte combien de plus qu'un bâtiment classique ? Mais ça coûte classique ? moins cher parce que le développement durable, le problème dans les stéréotypes qu'il y a, c'est que si c'est durable, si c'est environnement friendly, on fait tout de suite l'amalgame avec le bio, les voitures électriques, c'est bien, mais c'est plus cher pour les bobos, etc. Voilà. Donc je suis en train de vous dire, on est sur des bâtiments qui sont centres de profit. Je répète, centre de profit. C'est-à-dire que non seulement ils rendent un service fonctionnel et social, mais ils rapportent de l'argent au propriétaire, à l'utilisateur. Donc il y a 2 colonnes. Il y a la colonne dépenses pour le construire, mais il y a aussi la colonne recettes qu'on n'a jamais aujourd'hui, valorisée aux yeux du client. Alors dans le concept qu'on a mis au point chez Bouygues, qui s'appelle le bâtiment hybride à économie positive, c'est un bâtiment qui rapporte de l'argent selon 6 leviers. Donc on l'a vu, le levier de la mutualisation, le deuxième levier qui est la monétisation des flux, avec des bâtiments qui autoconsomment, qui revendent avec les approches smart grid,
et des modalités de facturation blockchain. Ça, c'est pas un gros mot, ça existe déjà, on le fait déjà à Lyon. La monétisation également des matériaux de construction, on l'a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, dans le déboursé sec d'un bâtiment, on a à 20-25% du coût du bâtiment, c'est les matériaux. Le client le paye, mais ça ne lui rapporte rien lors des 6 ou 8 rénovations qui vont avoir lieu tout au long de la vie du bâtiment. Et au moment de la déconstruction, c'est même un coût pour le propriétaire. On est en train de construire des bâtiments où on va pouvoir faire en sorte que les bâtiments deviennent des banques de matériaux. Avec ces matériaux, on va pouvoir refaire d'autres bâtiments demain. Et ça, c'est vrai que la baguette numérique va nous y aider. Et il y a 3 autres leviers, mais on n'a pas le temps. Non. Je vais passer la parole directement à David Laurent. Votre métier, finalement, c'est un peu un métier de chef d'orchestre. C'est un métier où vous faites travailler finalement des industriels qui ont chacun leur spécialité, vous les coordonnez, eux jouent d'un instrument et vous dirigez. Est-ce que justement vous avez un rôle, vous en tant que chef d'orchestre justement, sur leur capacité à générer l'innovation, à être justement source de... L'innovation peut aussi finalement venir de l'extérieur de vos partenaires. Bien sûr, oui. Ce sont effectivement ces briques, j'ai pris l'image des briques tout à l'heure, cette multitude de briques donc, qui sont chacun de ces intervenants, de ces partenaires qui contribuent à la réalisation de l'opération. Chacun a un rôle très important à un moment donné de l'opération et systématiquement on réfléchit avec ces partenaires comment on peut améliorer la prestation qu'ils vont apporter, toujours dans le même sens, je vais me répéter, mais comment est-ce que cette amélioration de prestation va apporter quelque chose de supplémentaire à nos clients ou à la ville, tout ça dans l'économie et la réglementation qui nous contraint en quelque sorte. Il y a 3 sujets en particulier sur lesquels on travaille en ce moment. Du fait de l'évolution des outils et des technologies chez ces partenaires. Et je précise d'ailleurs que pour certains d'entre eux, ce sont des startups. Effectivement, on parlait tout à l'heure d'open innovation. On rencontre chaque année une centaine de startups pour échanger avec elles sur des idées, sur leurs idées. Elles-mêmes sont très friandes de nous rencontrer parce qu'elles n'ont pas le contact direct avec nos clients ou avec les collectivités. Et elles veulent avoir notre avis sur ce que peuvent apporter en fait, leurs idées. Savoir si elles peuvent derrière en fait, se développer avec un modèle économique. Et donc je reviens à nos 3 préoccupations principales dans ce cadre-là, c'est d'aider en fait, nos partenaires et nos clients en amont à se projeter dans les projets. On fait de plus en plus de projets de quartier, donc il faut en fait donner des outils, concevoir des outils et améliorer ces outils pour que l'ensemble des partenaires puissent en amont influer sur le processus de conception en se projetant dans ces projets. Donc il y a notamment de la digitalisation, de la visualisation 3D. Maintenant, on a même des outils qui permettent en temps réel de changer des matériaux, des volumes, et faire en sorte que des personnes qui ne sont pas forcément des professionnels de l'architecture ou de la construction puissent interagir dès ce stade-là et pas simplement constater après qu'il y a eu des choix qui n'auraient peut-être pas été les meilleurs qui ont été faits 2 ans avant. Derrière, il y a évidemment le processus de réalisation, où là, on travaille beaucoup avec la maîtrise d'œuvre, les architectes évidemment, et les entreprises pour optimiser ces process de fabrication, les rendre plus exemplaires sur le plan environnemental. Je crois que ça a déjà été pas mal abordé durant les échanges. Et également améliorer la traçabilité de l'information. En fait, on est dans des métiers de prototype. Donc, il y a une information qui se constitue au fur et à mesure du processus et on a, je pense encore maintenant, et on en a déjà fait beaucoup, mais des progrès à faire en matière d'information, toujours un peu à ces mêmes partenaires, nos clients, les collectivités, et en matière de traçabilité de ce process. Et ce qui améliorera de fait aussi la qualité, qui est évidemment un sujet qui préoccupe toute la profession. Et puis après, le dernier élément, c'est l'usage, en fait. Comment on facilite l'usage des quartiers que nous réalisons, des immeubles que nous réalisons. Et il y a à la fois ce qui touche, là, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais être très général, mais ce qui touche à l'intérieur du bâtiment, bâtiment connecté. Là aussi, il y a toute une possibilité de mettre en place des technologies qui rendent la vie plus facile. Et puis, et qui vont aussi limiter, mais ça c'est pendant le process de conception et de construction, limiter les coûts, les charges, etc. Et puis il y a tout ce qui est lié à la relation avec l'environnement aussi dans le quartier.
où on a un service supplémentaire à apporter et il y a un certain nombre de partenaires, que ce soit sur, par exemple, la gestion de la copropriété qui peut apporter. Il y a aussi le monde associatif, je pense que c'est important de relier, je pense, nos métiers au monde associatif. Par exemple, on a fait une opération à Nantes, avec au pied de la gare de Nantes, Euro-Nantes, un immeuble de logement qui monte à 50 mètres, avec des terrasses, puisqu'il y a différentes parties du bâtiment, certaines qui sont moins hautes, des toitures qui viennent des terrasses, sur lesquelles on a mis en place des serres qui sont ouvertes aux copropriétaires, où les copropriétaires peuvent venir faire pousser des plantations. Et il y a une association qui existait déjà dans le quartier, qui travaillait sur d'autres sujets, sur d'autres secteurs, qui a accepté d'animer en fait ces espaces. Parce qu'il faut Donc toujours qu'il y ait un finalement, animateur d'espace. les partenaires, l'écosystème, ça peut aller assez loin. Ça peut aller assez loin, etc. Est-ce qu'on peut avoir... Non. Voilà. Non, voilà. Bon, Je ne suis pas censée parler à ce moment-là. Non, on parle beaucoup infrastructure, objets physiques. Il y a quand même des habitants dans la ville. Et vous parliez de l'usage. Et n'oublions pas qu'il y a quand même, je pense, un sujet de comment après tout ça est utilisé par des vrais gens dans la vraie vie. Et vous faire partager une expérience alors, sur les sujets d'environnement. Qui est un grand classique, parce que mettre à disposition, je ne sais pas moi quoi, des poubelles de recyclage, des machins, des trucs, à la fin, si les gens ne les utilisent pas, ça ne sert absolument à rien. Et alors, il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis, je crois que c'était en Californie, où la ville en question essayait de convaincre les habitants de c'est quand même peut-être pas la peine de mettre la clim à 18. Parce que pour qui a été aux États-Unis, il fait toujours très très froid, même quand il fait très très chaud dehors, et très froid quand il fait très froid dehors. On se dit, après tout, on sent bien que pour la planète, tout ça, la mettre à, je sais pas moi, 20 ou 21, ce serait quand même une meilleure idée. Et donc, alors, ils ont essayé plein de choses. Ils ont essayé 3 choses. La première chose qu'ils ont essayé, c'est de convaincre que c'était bon pour la planète de mettre à 20. Bon, je crois que dans ces cas-là, on arrive à convaincre genre 5% de la population, qui sont ceux qui sont déjà convaincus d'avance, parce qu'ils ont une conscience écologique particulièrement élevée. Ok. Après, ils ont essayé non, mais si vous mettez à 20, vous allez dépenser moins d'argent, parce qu'après tout, les clims, ça coûte de l'argent. Alors, je ne sais plus quels étaient les chiffres, mais je crois qu'ils ont dû convaincre, je sais pas, 10%, quelque chose comme ça, donc un peu plus. Mais ce n'était pas non plus le succès attendu. Et après, ils sont passés sur une logique de quartier et une logique de benchmark, et c'est ça qui a marché, en disant, mais vous savez, le quartier d'à côté... il est beaucoup plus vertueux que vous. Ils sont passés à 20 et d'ailleurs, ils ont économisé du CO2, de l'argent, du machin. Et ça a marché. Je crois que c'est une belle leçon de travailler aussi sur la perception, sur le comportement, sur l'usage et pas seulement sur la com, pour essayer de faire en sorte que toutes les villes dont on parle soient vraiment utilisées comme on aimerait bien qu'elles le soient. Excellente transition encore une fois, puisque vous parlez de vrais gens. Il y a d'autres vrais gens que vous avez évoqués tout à l'heure d'ailleurs. Ce sont les salariés dans les entreprises. Quand on parle d'innovation, vous l'avez dit, on peut le faire qu'avec eux. Ça peut être des sources d'innovation, mais c'est aussi un vecteur de diffusion de l'innovation. Si on prend Korian, je crois que c'est à peu près 50 000 salariés. Comment on fait pour diriger un paquebot comme celui-ci et lui faire prendre la voie de l'innovation de manière finalement assez souple et assez efficace? C'est un défi tous les jours, mais c'est 50 000 salariés, c'est 800 établissements réseaux, donc en fait c'est 800 petites communautés, et le premier des sujets, c'est de laisser ces communautés leur donner un maximum de marge de manœuvre et de capacité à s'adapter localement, parce que, comme le disait Estelle, on ne fait pas la même chose quand on est au sud de l'Italie que ce qu'on va faire au nord de l'Allemagne par construction. C'est vraiment des approches très locales. Après, ce qui marche bien, c'est finalement de s'appuyer sur ces communautés qui sont finalement autant de capteurs et de sources potentielles d'innovation d'usage et de repérage de bonnes pratiques, pour aller construire finalement par thème des groupes de pairs qui vont travailler ensemble et revenir avec des propositions qui seront validées par le réseau. Je donne un exemple. Dans notre activité maison de retraite, hôpitaux, un des gros sujets qu'on a, c'est comment je gère les remplacements. Salariés malades, absence inopinée, c'est un sujet qui occupe malheureusement une part importante du temps utile des managers, des cadres infirmiers localement. Et un de nos directeurs d'établissement est revenu en disant « mais j'ai vu un truc super, ça s'appelle Medgo, c'est une petite plateforme en fait, d'échange ouverte auquel adhèrent un certain nombre d'établissements.
et qui permet en fait d'interagir directement avec un pool de remplaçants qualifiés qui ont déjà, sur lesquels on a tout, on les connaît, on sait où ils ont travaillé, on sait s'ils sont disponibles, on peut interagir avec eux directement par leur mobile. Le contrat de travail, lorsqu'ils sont dispo, est édité immédiatement, et puis on a le feedback. Donc c'est vraiment une espèce de plateforme d'échange en ligne sur un sujet clé chez moi qui est évidemment les ressources humaines, le personnel de remplacement. Et donc ils l'ont testé sur un premier bassin, ils ont trouvé ça génial et ça a été adopté par tous les salariés, par tous les établissements français et c'est en train de se décliner. Et thème par thème, voilà, comment est-ce que je rends mon bâtiment intelligent pour être capable finalement de détecter des mouvements où il se passe quelque chose d'anormal, illuminer la chambre la nuit lorsque quelqu'un se lève ou l'appartement la nuit. Et ben voilà, à Lyon, un de mes directeurs d'établissement est arrivé en disant mais c'est super, je vois une techno poussée en plus par une entreprise Rhône-Alpine, c'est mieux. Je l'ai testé, c'est super. Maintenant c'est qualifié et on est en train de l'implanter dans tous les bâtiments qu'on reconstruit. Donc moi je crois énormément à cette capacité en fait vraiment d'avoir des circuits courts où finalement localement c'est les opérationnels qui savent le mieux ce dont ils ont besoin et lorsqu'on peut leur pousser finalement de la capacité à tester et à diffuser, c'est la meilleure chance de pouvoir l'approuver. Et ça passe aussi, alors là évidemment par un environnement managérial adapté. Et ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on donne au sein de nos grandes entreprises cette espèce d'agilité et d'espace de respiration qui passe par exemple par le fait que très régulièrement, entre pairs, on ait des formes de séminaires ouverts où on partage les bonnes pratiques et qui est une manière de faire avancer l'entreprise extrêmement vite. Donc je pense qu'un des enjeux, c'est vraiment de fonctionner avec ce type de modèle managérial, de temps managérial agile et finalement d'entreprise extrêmement horizontale et fonctionnant en réseau. Et chez nous, le fait d'être finalement 800 centres de profit, 800 BU diffusés à travers toute l'Europe, dès lors qu'on s'est bien énervé et fonctionné en circuit court avec eux, c'est plutôt, je pense, un assez bon proxy de ce à quoi va ressembler notre économie de réseau et circulaire. David Laurent, justement, là-dessus, les collaborateurs sont évidemment source d'innovation, ils ont des bonnes idées, il faut pouvoir les tester, etc. Comment finalement on permet à la méga structure qu'est l'entreprise cette liberté et qui peut bénéficier à tous finalement? Comment on met ça en place? Alors, déjà, effectivement, la question contient en partie déjà la réponse, hein, elle est très bonne. Et j'ajouterais une chose par rapport à la question, qui est spécifique peut-être à Kaufmann & Broad, en tout cas à l'activité de l'entreprise, c'est que nous ne sommes pas une entreprise propriétaire d'immeubles dans l'immobilier, nous ne sommes pas une entreprise propriétaire d'engins de construction ou de matériaux. La principale ressource de l'entreprise, ce sont les collaborateurs, puisque ce sont eux qui vont coordonner et construire les projets en combinant l'ensemble des forces dont on a déjà parlé. Et donc il est assez naturel, d'autant plus de ce fait-là, que les collaborateurs soient capables d'apporter à l'entreprise, et souvent d'ailleurs très très motivés pour apporter à l'entreprise des idées innovantes. Ils sont au contraire frustrés quand on ne les écoute pas. Donc on fait tout pour les écouter et on essaie de créer, pour répondre à votre question, on essaie de créer des contextes qui leur permettent de s'exprimer. Tout d'abord, on a dans chaque équipe, dans chaque service, des référents innovation qui, à titre personnel, réfléchissent en particulier sur les sujets qui nous intéressent d'innovation, mais vont aussi essayer, en allant faire de la veille, en discutant avec les fameux partenaires dont on a déjà parlé, avec leurs collègues, d'essayer d'identifier des besoins, puisqu'il faut, on revient toujours à cette notion de besoin, il faut qu'on finalement réponde à des besoins qui sont insatisfaits, d'une certaine façon, quand on va innover. Et puis qui ensuite dialogue avec la direction de l'innovation qui, elle, a pour objectif de structurer la réflexion, de s'associer éventuellement avec les partenaires extérieurs, peut-être des startups, peut-être d'aller tout simplement, quand on parle de BIM par exemple, on travaille maintenant sur tous nos projets, en tout cas un peu importants, en mode BIM dès le départ, mais ça nécessite une organisation aussi chez nous, et puis de nos
des cahiers des charges que l'on va ensuite proposer ou demander de respecter à nos partenaires. Et donc ça s'organise évidemment. C'est plutôt une question de process, d'organisation, ou c'est aussi une question de mentalité, c'est dans la tête de tout le monde, hein? Les deux, en fait. Chez nous, on a des collaborateurs qui sont aussi actionnaires de l'entreprise, donc associés au fait qu'il y a un attachement à la marque avant même que ce soit le cas, parce que c'est intervenu grâce à la réorganisation capitalistique en 2016. Avant cela, déjà, il y avait un très fort attachement à la marque, donc il y a une propension peut-être un peu supérieure encore à s'impliquer dans l'entreprise. L'innovation, c'est ce qui permet à l'entreprise de continuer à être au top niveau, donc, et de s'adapter. Et donc c'est naturel qu'ils veuillent en fait s'exprimer à ce sujet-là. Justement, Fabrice Bonifay, si on parle de la construction, on fait des prototypes, donc on innove peut-être en fonction des contraintes locales, un projet, une topographie, enfin des contraintes particulières. Et en même temps, la construction, c'est une industrie de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de monde, là aussi, il y a des ingénieurs, des compagnons, etc. J'imagine que dans une entreprise comme la vôtre, c'est un peu la même chose. On ne peut pas dire que l'innovation se décrète d'en haut vers le bas. Alors certes pas. Et il faut reconnaître qu'on a beaucoup fait, mais il nous reste beaucoup à faire pour avoir l'état d'esprit Startup Mania qu'on peut voir ailleurs. Car en fait, le problème de l'innovation, c'est surtout un problème de management. Le problème d'accepter le droit à l'erreur, de permettre aux collaborateurs de leur accorder le temps nécessaire pour pouvoir faire des prototypes, tester. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon voisin quand il dit qu'on doit on doit essayer d'innover en répondant aux attentes de nos clients. En fait, nos clients, ils attendent rien. L'objectif, c'est qu'on satisfasse des besoins latents, donc des besoins non exprimés. C'est ça la vraie innovation. C'est-à-dire, il faut identifier des souffrances qui n'expriment pas, qui ne sont pas toujours capables de verbaliser. Et finalement, l'innovation ne fonctionnera que si on arrive à leur simplifier la vie. Voilà. L'innovation qui marche, c'est celle qui simplifie la vie. Et ceux qui sont les mieux placés pour identifier ces souffrances, c'est clairement les collaborateurs de l'entreprise. Donc on a besoin des startups, c'est évident. Mais les meilleures innovations de rupture, elles sont arrivées de la part de nos propres collaborateurs. Donc on a mis en place depuis 4 ans un programme qui s'appelle Innover comme une startup, mais avec les collaborateurs de l'entreprise, dans le cadre d'un programme d'intrapreneuriat, où on leur lance des défis. Et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Dès lors que vous lancez un défi à des ingénieurs, ils adorent ça. Donc ils vont le chercher avec beaucoup d'enthousiasme. Ils essayent, bien entendu, de trouver les meilleurs alliés internes et externes pour pouvoir y arriver. Et ensuite, on a mis en place un process qui leur permet d'aller rapidement expérimenter leur innovation, et un organe de gouvernance, une espèce de The Voice interne à Bouygues, c'est normal, un action tank, on appelle ça, qui donne les moyens financiers et en temps pour pouvoir passer en phase de maturation et ensuite en phase d'accélération. Donc comme ça, on a une dizaine de micro-entreprises qui sont nées de ces programmes, uniquement avec des collaborateurs de l'entreprise. Et tout le monde sait que ça existe maintenant. Alors certes, on a fait toutes les erreurs possibles, notamment, ça a été dit, on n'a pas l'agilité de la start-up, donc on essaye d'appliquer des process internes de régulation à des entreprises qui n'existent même pas encore. Donc voilà. Donc on a appris aussi en marchant, on a réformé ce système de gouvernance pour comment booster ces start-up rapidement sans les tuer. Mais on s'aperçoit aussi au travers des systèmes de suggestion, tout le monde n'a pas vocation à devenir intrapreneur, mais tout le monde peut avoir des idées. Et là aussi, ce qui est important, c'est le système de reconnaissance. Une entreprise ne fonctionne que par rapport à sa reconnaissance. Si c'est la direction innovation qui décide si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée, vous pouvez être sûr que ça ne marchera jamais. Donc les collaborateurs qui ont une idée, il faut qu'ils puissent eux-mêmes la mettre en place, qu'on leur accorde le temps, et que s'il y a une erreur, et ça c'est culturellement pas français, s'il y a une erreur, si ça ne marche pas, ce n'est pas un drame, au contraire, ça enrichit l'expérience du collaborateur. Et ça mettra du temps. Ça mettra du temps car on n'a pas été configuré dans nos entreprises par rapport à ce mode agile. Je crois beaucoup à ce qu'a dit Madame Boissard. Il faut qu'on arrive à réduire le nombre de niveaux hiérarchiques. Il faut qu'on arrive aussi à accepter une espèce d'égalité intrinsèque auprès des collaborateurs, les équipes autonomes, la cooptation de leaders. On est très très loin de tout ça, mais on sait que ce sont les conditions pour que nos collaborateurs restent dans l'entreprise, car l'attractivité, ça sera aussi la capacité que nous aurons demain à dire à nos collaborateurs « venez chez nous,
vous pourrez non seulement participer à une mission exaltante qui est de construire la ville de demain et construire les bâtiments de demain qui seront décarbonés, autonomes, interdépendants, producteurs de ressources et de recettes, mais vous aurez aussi la possibilité d'innover et d'entreprendre dans l'entreprise ce qu'on ne leur disait pas jusqu'à présent. On leur disait surtout d'appliquer le process, c'était déjà pas mal. Donc voilà. Très bien, merci. Le mot de la fin, ça sera pour... Je reviens juste une seconde, parce que je suis assez d'accord sur la plupart des choses qui ont été dites. Mais je maintiens quand même qu'à la fin, il faut quand même qu'on réponde à un besoin. L'innovation qui ne répond à aucun besoin et à rien, et qui n'apporte rien, pour moi, n'est pas une bonne innovation. La question, est-ce que le besoin est forcément exprimé ou pas? Par contre, bien entendu, voilà. Mais ça, c'est à la limite à nous, effectivement, d'identifier les besoins latents, les besoins qui ne sont pas exprimés, mais malgré tout, à la fin, il faut quand même qu'on apporte quelque chose, et que cette innovation, elle apporte... à quelqu'un dans le processus quelque chose, qu'elle soit d'ailleurs, j'ajouterais aussi qu'elle soit pérenne, parce que les innovations qui sont des services qu'on présente comme gratuits en entrée, au démarrage, on va dire, de la prestation, mais qui, in fine, en fait, sont payants, ou le jour où il y a un accident industriel deviennent des catastrophes pour nos clients, là aussi, je pense qu'il y a un problème. Donc il faut vraiment que ça apporte, in fine, à nos clients, à nos partenaires, ça me paraît essentiel. Très bien. Et c'est le Brachledov. Dernière question. Avec ce que... Pardon. Non mais oui, tout à fait, vous êtes d'accord. Parfaitement d'accord avec ce qu'on a été dit. On a fait aussi un programme The Voice chez Veolia, notamment en UK. Alors ça s'appelle pas The Voice, c'était Dragon's Den, qui est un programme, c'est complètement fascinant pour un Français. Hein. C'est un programme télé qui existe en UK, aux États-Unis, en Australie, en Inde, je crois. Alors ça n'a pas forcément le même nom. C'est un programme de venture capitaliste à 20h30 sur une télé, heure de grande écoute. Vous avez des gars qui viennent pitcher pour créer leur boîte et puis des gens qui disent « I'm in, c'est bon, j'y vais, je vous aide. » quoi. Je ne sais pas si on pourrait imaginer ça. Ça peut être un rêve, d'ailleurs, d'imaginer ça sur une télé française de grande écoute. Donc, comme tout le monde connaissait le nom, on a pris le même nom et on a fait ça chez Veolia parce que, du coup, ça capturait l'imagination. Donc, ça veut dire pas de slide, on pitch. Enfin, donc, même en termes de méthode, c'est des méthodes très, très disruptives pour les grands groupes, hein. Ça veut dire aussi, donc je suis complètement d'accord, faire fast and cheap, j'ai déjà dit, faire confiance à nos gars. Je rajoute un peu un élément diversité. Il y a aussi un truc qui est complètement compliqué sur les grands groupes, c'est qu'en fait, comment est-ce qu'on juge une start-up? C'est même pas à la marge qu'elle fait, c'est au revenu d'abord. La marge, elle vient après, généralement. Et alors ça, là, je suis dans la disruption totale pour une grosse boîte. C'est déjà bien si vous trouvez des clients qui sont prêts à payer pour ce que vous venez de lancer. Et après, on va rationaliser le truc pour faire en sorte, en plus, que le service, on l'offre au meilleur coût avec la meilleure performance. Donc, c'est tous ces sujets-là. Et pour moi, c'est évident, ça vient de la tête. Si c'est décrété, mais que le lendemain matin, une fois qu'on a dit ça, celui qui aurait envie de proposer son idée, il voit le chef qui va passer un message totalement différent sur un sujet de quotidien, eh ben, on va tout censurer. Donc, ça commence par la tête. Donc, ce sera le mot de la fin. L'innovation, c'est aussi l'exemplarité managériale, c'est ça? Merci beaucoup à tous les quatre pour cette table ronde riche. Ne bougez pas pour l'instant, restez là. On va terminer par une conclusion, ce qui est très logique. Et pour la faire, je demande à Taoufik Valipuram de me rejoindre. Il est là, il arrive. Taoufik, bonsoir. Vous avez rejoint le collectif WeShare en 2015, il me semble. Vous gérez là-bas les relations stratégiques avec les acteurs publics et privés. Vous avez copiloté l'organisation de WeShare Fest en 2016 et en 2017. C'est des conférences internationales dédiées à l'économie collaborative. Et puis vous avez également, entre 1000 autres choses, cofondé Lab WeShare Chronos, qui travaille donc sur la Smart City. Et donc j'espère que ce que vous avez entendu vous a inspiré. Je vous laisse donc le mot de la fin. Merci. Juste, on a jusqu'à 18h, c'est ça? Donc j'ai un double défi, c'est que j'ai à la fois envie de répondre à tout un tas de choses qui ont été dites, et puis j'avais préparé un petit texte, et je me suis posé la question dans quel sens je vais le dire, puisque à force d'entendre des éléments, je me suis tourné la tête dans tous les sens. Donc je vais suivre mon texte, et puis je vais essayer de rebondir sur des éléments que vous avez donnés. Je vais commencer, parce qu'il y a 3 mots quand même là au-dessus, hein. Ubérisation, disruption, innovation. Et je pense que c'est important, c'est vraiment important de se poser la question de que veulent dire ces mots. Et lorsqu'on les emploie, est-ce qu'on n'est pas en train de créer de fausses vérités? Tout à l'heure, Fabien, vous parliez de l'origine de l'innovation disruptive.
c'est quelqu'un qui s'appelle Christensen, professeur à Harvard, qui est le premier à avoir théorisé cette notion, innovation disruptive, en 1995. Et en 2005, donc c'est dans un livre qui s'appelle « Le dilemme de l'innovateur », que je vous recommande de lire. Et en 2015, il y a un actionnaire de Tesla qui est allé voir Christensen en lui demandant « Est-ce que l'entreprise dans laquelle j'ai investi est une entreprise disruptive ?» Et donc les équipes de Christensen ont commencé à travailler, essayer d'établir une sorte de questionnaire pour comprendre si cette entreprise, Tesla, je pense que la plupart d'entre vous ici considèrent Tesla comme une entreprise disruptive. Si vous ne considérez pas Tesla comme une entreprise disruptive, n'hésitez pas à lever la main. Pour essayer de comprendre, est-ce que Tesla est une entreprise disruptive? Et ils sont arrivés avec 5 questions. 5 questions. La première, est-ce que le produit crée un nouveau marché? Est-ce que Tesla crée un nouveau marché? La deuxième question, est-ce que Tesla, par son action sur le marché, crée des motivations asymétriques? C'est-à-dire qu'en fait, par son action, Tesla démotive les concurrents de suivre la route. Vous voyez? La troisième question, c'est est-ce que Tesla disrupte l'ensemble des acteurs du marché? Quatrième question, est-ce que Tesla est capable de maintenir son niveau de performance tout en maintenant sa structure de coût? Là, vous voyez, Et la cinquième question, c'est est-ce que Tesla innove en vendant par de nouveaux canaux de vente? Ces questions sont claires. Et je pense qu'à chacune de ces questions, on peut répondre non. Non, Tesla ne vend pas par de nouveaux canaux de vente. Non, Tesla n'a pas empêché Renault, Nissan et les autres de produire des véhicules électriques. Non, Tesla n'a pas disrupté tous les véhicules électriques, tous les véhicules du marché, etc., etc. Il y a beaucoup de débats autour de Tesla. D'accord? Ce que je veux vous dire, c'est que c'est important qu'on se pose des questions. Quand on emploie ces mots qui sont importants puisque souvent ils sont employés par des managers, par des top managers, et ça redescend, ça crée de fausses vérités. Et ça crée également de faux prétextes pour ne pas se poser les bonnes questions. C'est pour ça qu'on a créé le Lab. C'est pour ça qu'on a créé le Lab WeShareChronos. Puisqu'on avait plusieurs organisations qui venaient nous voir en nous disant « La ville est en train de changer, il y a de nouveaux acteurs, Uber, Airbnb, ils transforment la ville, comment on va faire ?» Et le constat qu'on faisait, c'est que d'une part, donc chez WeShare, ça fait 6 ans maintenant qu'on s'intéresse à l'économie collaborative, on en a vu des choses, et on a publié un article en 2016 en disant que l'économie collaborative était morte. Je vous enverrai le lien si vous le souhaitez. Mais de dire qu'en fait, ces acteurs, ces plateformes, elles n'inventent pas grand-chose. Peut-être qu'elles accélèrent des tendances en cours, mais Uber ou Deliveroo, ce genre de travail finalement précaire, c'était déjà le cas avec le travail temporaire, avec des gens qui faisaient la queue tous les jours pour aller avoir un job. Et ça s'arrêtait au 50e, puisqu'au 51e, il n'y avait plus de travail. Le prix de l'immobilier à Paris n'a pas attendu Airbnb pour augmenter. Moi, j'ai grandi à Paris. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, ce qu'on s'intéresse au sein du Lab WeShareChronos, en travaillant avec une diversité d'acteurs, c'est finalement qu'est-ce qui se passe dans nos villes. Et comment on peut véritablement, j'ai entendu le mot à la fin, ça m'a fait plaisir, même si ça arrivait à la fin, j'ai entendu le mot habitants. Vrais gens. C'est le mot vrais gens que vous avez prononcé, ce n'était pas habitants. Mais il y a des habitants dans la ville. Et puis il y a juste des gens qui voyagent. Comment on construit la ville? Comment on s'intéresse aux gens qui vivent dans la ville? C'est ce qu'on essaie de faire au sein du Lab WeShareChronos, en travaillant avec des acteurs aussi variés que l'ADEME, le CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires, ou encore Transdev. Je ne fais pas de promo, c'est juste pour montrer un petit peu la variété des acteurs. Et on travaille sur des thèmes comme la donnée d'intérêt général, comme l'économie collaborative dans les villes moyennes, ou comme le mythe, je dis bien le mythe de la fracture numérique. Parce que si on a l'occasion de discuter ensemble après, je vous expliquerai qu'il n'y a pas de fracture numérique. Ça n'existe pas. C'est un mythe. D'ailleurs, ça vient de Clinton, en 1995, qui parle de fracture numérique. Sauf qu'en 1995, il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisaient Internet. On aurait pu dire que la fracture numérique était à l'inverse. Mais ce n'est pas vrai. Bref. Lorsque je discute avec des entreprises, très souvent, le mot technologie revient à la bouche. Et c'est un peu ce qu'on entend là, en fait. Changement, progrès technologique, bouleversement technologique, etc. Et je l'avais dit lorsque j'étais intervenu il y a quelques mois à la SBA, c'est qu'il y a déjà un architecte célèbre qui, dans les années 60, avait formulé cette question. La technologie est la réponse, mais quelle est la question? Et en fait, pour moi, et je ne provoque pas, je suis sincère, et c'est issu des discussions que je peux avoir avec vous, avec certains d'entre vous, c'est que ça vous empêche de vous poser les bonnes questions. On parle des GAFA.
On parle des GAFA et on essaie de copier le modèle des GAFA, d'une manière ou d'une autre. Transformation numérique, architecture numérique, numérisation, etc., etc., API, et j'en passe. Mais les GAFA ne sont pas des modèles d'entreprise vertueux. Les GAFA ne contribuent pas au territoire. Les GAFA ne payent pas d'impôts. Les GAFA n'ont pas, comme vous, je dis bien comme vous, des salariés, des agences sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est votre force. C'est votre ADN, c'est votre histoire, vous avez des activités. Et moi, ce que je vous invite, c'est à vous plonger dans ce que vous avez là, dans votre histoire, votre ADN, vos forces, vos collaborateurs, pour trouver de nouvelles histoires, pour véritablement contribuer au territoire. Mais pour ça, il y a quelque chose qui est important. C'est qu'il faut changer d'histoire. Tout à l'heure, j'ai entendu les termes revenus, chiffre d'affaires, profit. Pour moi, le chiffre d'affaires et le profit, en fait, finalement, ils sont à l'être humain ce que le PIB à la planète. On a parlé de climat. Fabrice, vous avez parlé de climat plusieurs fois. Tout le monde sait bien, j'ai 33 ans, il y a 20 ans, j'étais en 5e. On me disait déjà que le PIB ne servait à rien, que le PIB ne reflétait pas les activités économiques, les externalités négatives des activités économiques sur la planète. Et pourtant, on en est encore là. On en est encore là à parler de PIB. Et on en est encore là à parler de chiffre d'affaires et de profit. Mais moi, je vous pose la question, en quoi le chiffre d'affaires, en quoi le profit reflète la variété de vos activités? En quoi ça reflète le talent de vos salariés? En quoi ça reflète la créativité que vous avez? Pas grand-chose. Très sincèrement, pas grand-chose. Et je vais y venir avec un exemple très concret. Donc, maintenant que j'ai dit ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a eu deux mots qui sont venus très souvent. Salarié, collaborateur et climat. Pour moi, c'est vos enjeux. Ce sont vos enjeux. Vos enjeux, pour moi, ne sont pas de faire la ville de demain. Vos enjeux, pour moi, c'est de répondre aux enjeux climatiques tout de suite et maintenant avec vos collaborateurs. Mais en tenant compte des écosystèmes. Et les écosystèmes, ce n'est pas vous. Les écosystèmes, c'est ce qui se passe autour de vous. Vous ne possédez pas d'écosystème. Vous travaillez au milieu d'écosystèmes. Mais les écosystèmes, ils ne vous attendent pas pour innover. On parle de Tesla. Vous savez qu'il y a des gens en Chine, aux États-Unis, en Europe, qui travaillent sur des modèles de création de voitures open source, distribués, avec des gens qui collaborent presque gratuitement. Ils n'attendent pas qu'une entreprise arrive de manière descendante et propose un appel d'offres pour le faire. Ils n'attendent pas qu'une collectivité lance un appel à projet, tel que Réinventer Paris. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque nous, chez WeShare, on est AMO sur Réinventer Paris 2. Donc j'aurai des belles histoires à vous raconter. Mais pas tout de suite, parce qu'on est encore sous le sceau du secret. Et cette question de l'enjeu du climat, elle est primordiale, surtout en ce moment, on parlait de COP24 tout à l'heure. Vous savez qu'il n'y a que 16 pays au monde, d'après une étude qui est sortie récemment, qui sont alignés avec la COP21. Il n'y a pas un pays de l'Union européenne. Il y a des pays européens, la Norvège, le Monténégro, mais il n'y a pas un pays de l'Union européenne. En revanche, il y a le Costa Rica, il y a l'Algérie. Intéressant. Et la question que je vous pose, c'est, et vous? Et vous dans tout ça? Quel est votre rôle? Comment demain vous contribuez à ce que vos enfants, vos petits-enfants puissent jouir d'une planète qui soit aussi bonne que celle que vous avez connue? Parce qu'on parle de transition écologique, on parle de transition énergétique. Mais chaque année, on consomme plus d'énergie que l'année précédente. Et chaque année, on consomme plus d'énergie fossile que l'année précédente. Vous connaissez cette fameuse statistique, je crois que c'est le jour où la planète a consommé toutes ses ressources. Ça recule chaque année. Et votre rôle dans tout ça? Et donc, je vais venir sur un point, quelque chose, parce que je reviens toujours sur mon thème ubérisation, disruption, innovation. J'ai rencontré une start-up ce matin. J'ai rencontré la plus belle start-up que j'ai rencontrée depuis 10 ans. Cette start-up, elle s'appelle 13 Avenir. Est-ce que vous avez entendu parler des territoires zéro chômeur? Pas du tout? Non? Personne? Une personne? Deux personnes? 3, 4. 13 Avenir, c'est une entreprise à but d'emploi. C'est une entreprise qui fait partie de 10 expérimentations sur tout le territoire français qui vise à répondre à trois tabous. 1, personne n'est inemployable. 2, il y a du travail partout. 3, il y a de l'argent. Comment ça se passe? Dans le quartier où j'ai grandi, dans le 13e arrondissement, rue Regnault, il y a une entreprise à but d'emploi qui s'est installée et qui travaille avec des habitants pour leur dire « Vous touchez des revenus minima, des minima sociaux, des APL, la CAF, etc. » Ce qu'on vous propose, le défi qu'on vous propose, c'est qu'on assemble tous ces revenus, on vous fait un CDI. On vous signe un CDI, mais on ne sait pas quelle activité vous allez faire. En revanche, on sait que vous vivez dans un quartier, on sait que vous êtes créatif,
Et on sait que vous pouvez rendre service à vos voisins. 13 Avenir, en 1 an et 2 mois, en 1 an et 6 mois, pardon, a créé 38 emplois. 38 emplois, dont mes voisins. Dont un de mes voisins qui était un des plus grands voleurs de vélos de tout Paris. Je rigole pas. Un des plus grands voleurs de vélos de tout Paris. Il m'a même volé un jour mon vélo en me disant « Désolé Toufik, je ne savais pas que c'était ton vélo ». Ce voisin, dont je nommerai pas le nom, en 2 ans, il s'est transformé en entrepreneur. Il livre des courses à vélo, il allait chercher ses propres clients, et là, il est en train de travailler, il est en train de créer son propre atelier de réparation de vélos. Pourquoi ? Parce qu'on lui a fait confiance. On lui a fait confiance. Il devient son entrepreneur. Il est en train de faire du CDI un CDI actif. Et ce dont je vous parle, c'est quelque chose de vrai. 38 emplois. Et on a parlé de seniors tout à l'heure. Cette EBE, cette entreprise en but d'emploi, elle a un objectif. Aider les seniors du quartier à bénéficier de petits services que vous et vos confrères êtes incapables d'apporter. Pourquoi ? Parce que de quoi on parle quand on parle de petits services ? On parle « aide-moi à apporter mes courses ». On parle de « viens m'aider, viens passer 5 minutes, pas 1 heure, à me connecter à Internet ». Ou viens tout simplement vérifier que le joint de mon évier est bien fait. Alors, auparavant, il y avait de l'entraide, mais on a entendu, les structures familiales ont changé, les structures de solidarité ont changé aussi dans les villes. Donc il faut s'adapter. C'est ce que propose cette EBE 13 Avenir. Et il y en a 10 expérimentations, et en ce moment, le gouvernement, parmi les bonnes choses auxquelles il est en train de penser, est en train de réfléchir à étendre cette expérimentation. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça, c'est pour moi. Et je dis start-up. Parce que Elisa, qui pilote cette EBE, m'a dit « Moi, je me vois comme une start-up ». Et je lui ai dit « Mais dans le milieu de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, comment ça se passe ?» C'est vrai que ce n'est pas facile. Ça crispe un petit peu. Mais elle se voit comme une start-up, pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de modèle économique. Elle n'a pas de modèle économique. En fait, 65% de son revenu aujourd'hui, ce sont l'ensemble des allocations qui sont fusionnées pour créer un CDI. Et 35% sont les activités économiques qui doivent être générées par les employés. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Bruno, il a commencé par faire de la livraison en vélo. 1 an plus tard, il se retrouve à créer son atelier de réparation de vélo. Et on parle de quoi ? On parle d'une zone qui est dans Paris, que pour beaucoup de personnes, Paris est homogène. Paris n'est pas homogène. Et on est dans la plus grande zone de travaux dans Paris Intramuros depuis les travaux du baron Haussmann. Et moi, j'ai grandi dans le 13e arrondissement, je peux vous dire que ça ne me fait pas plaisir de voir des immeubles de 10 étages, sans commerce, qui sont morts le week-end, fleurir dans mon quartier d'origine. Et ça, c'est votre responsabilité. C'est vous qui construisez la ville, pas de demain, mais d'aujourd'hui. Donc, la question, et je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'il est bientôt 6 heures, s'il n'est pas 6 heures dépassées. Parce qu'on parle d'ubérisation, disruption, d'innovation, c'est que derrière la technologie, on parle de technologie. Mais moi, la question avec laquelle j'ai envie de vous laisser, c'est si vous prenez 5 minutes pour réfléchir à vos plus beaux souvenirs. Vos plus beaux souvenirs. Dites-moi si vous voyez la technologie dans vos plus beaux souvenirs. Voilà. Merci beaucoup Toufik pour cette conclusion. Merci à nos 4 discutants de la table ronde, donc Sophie Boissard, Fabrice Bonifay, Estelle Brachlianoff et David Laurent. Merci aussi à Séverine Chaput de nous avoir réalisé l'introduction. Et merci enfin au CIMI et à la Fondation Palladio de nous avoir organisé cette belle soirée. Je vous souhaite une excellente soirée dans les allées du salon. À très bientôt. Au revoir.